Bonjour à tous, bienvenue pour ce deuxième numéro, ce deuxième bulletin d'idées pour l'histoire, hein. Comme prévu, je peux me permettre de vous refaire une petite vidéo au bout d'une quinzaine de jours pour vous parler donc de l'actualité de mes travaux et de mes publications, et puis éventuellement de l'actualité historiographique s'il y en a une à souligner ou à commenter en ce moment. Alors pour ce bulletin, on va plutôt rester sur les publications de mes travaux les plus récents. Alors comme la semaine, enfin comme il y a 15 jours, hein, je vous rappelle donc le livre sur le troisième Panzerkorps est sorti donc depuis maintenant presque 3 semaines, hein. C'était le 1er août, donc il est disponible aux éditions Caractère, hein. J'ai pu modifier sur la précédente vidéo et je pourrais le faire sur celle-ci les liens qui vous permettent de le commander directement chez Caractère. C'est l'occasion en plus de vraiment se plonger dedans, hein, puisque il y a 2 jours on a célébré en Russie la fin de la grande séquence qu'est la bataille de Koursk dans sa dénomination traditionnelle, hein, commencée par l'offensive allemande au début juillet 43 et puis qui se termine sur la fin du mois d'août 1943 par les grandes contre-offensives soviétiques sur les flancs des armées allemandes dans le secteur donc de Kharkov-Belgorod. Voilà. Donc vous avez notamment encore une fois donc le 3e Panzerkorps qui était très engagé dans ces opérations, qui chapeautait à ce moment-là plusieurs SS Panzerdivision. Donc voilà, vous avez l'opportunité de pouvoir lire 80 ans plus tard le récit d'une partie de ces opérations qui ont marqué un point de bascule dans la Seconde Guerre mondiale, hein, puisque si Stalingrad est considéré comme étant symboliquement le premier point de bascule, puisqu'une armée allemande est vaincue par l'armée rouge, on considère que d'un point de vue militaire, d'un point de vue stratégique, la défaite allemande dans cette longue séquence va entraîner définitivement la perte d'initiative de la Wehrmacht sur le front de l'Est et l'avancée quasiment donc ininterrompue et méthodique de l'armée rouge jusqu'à Berlin en 1945. Donc voilà, vous avez tout ça à l'intérieur. Je vous mettrai aussi en lien, pour ceux qui des fois pourraient avoir des doutes sur la qualité du travail, le colonel de réserve Rémi Porte, qui était donc l'ancien officier référent histoire de l'armée de terre il y a encore quelques années, sur son blog Guerre et conflit a fait une recension du livre. Je la mettrai en lien, vous verrez ce qu'il en pense. Je le remercie encore de ses appréciations sur mon travail, ça me fait toujours beaucoup de plaisir. Voilà, donc ça c'est le petit rappel. Et puis là cette semaine, donc c'était en date du 23 août, on a eu, comme je vous l'annonçais l'autre jour, la sortie du numéro 104 de Ligne de front, dans lequel vous allez retrouver 3 articles de ma main, et notamment le dossier central dont on va parler un petit peu plus en détail donc aujourd'hui, hein, comment percer en Normandie à l'été 44, parce que c'est, on va dire en ce moment, depuis 2021, même si donc avec le 3e Panzerkorps, je suis resté sur le front de l'Est pendant quelques mois, depuis 2021, que les éditions Caractère m'avaient demandé de produire un hors-série sur la poche de Falaise, donc la fin de la bataille de Normandie il y a 79 ans, hein, puisque ça s'est terminé entre le 20 et le 21 août 1944, en faisant donc les travaux préliminaires autour de cette phase ultime de la bataille de Normandie. J'ai découvert un point qui m'apparaissait d'une part essentiel, c'est-à-dire l'étude des doctrines de combat de l'armée américaine et de l'armée britannique, et puis l'emploi de ces doctrines sur le théâtre des opérations normands, parce que souvent on a pu s'étonner que avec les moyens qui avaient été déployés par les Alliés à partir du 6 juin, et de manière exponentielle bien évidemment à partir de la sécurisation des têtes de pont,
de cette durée de la campagne de Normandie par rapport aux moyens qui étaient mobilisés par la Wehrmacht. Alors même si Hitler avait fait du front normand le front principal de l'effort de la Wehrmacht à ce moment-là, à partir du 22-23 juin 1944 et le déclenchement de l'opération Bagration à l'Est, il a été obligé de pondérer cette priorisation du front occidental pour renforcer le front de l'Est et éviter son effondrement. D'ailleurs, vous pourrez lire aussi donc un article qui parle de ce colmatage fin juillet début août 1944 devant Varsovie sur la bataille de Volomine, dont j'ai aussi fait une petite étude donc dans ce numéro. Mais pour revenir à la Normandie, on pouvait s'étonner du fait que les combats étaient très statiques, quand on étudie toutes les opérations qui sont menées notamment par l'armée britannique avec des forces blindées considérables, avec un appui aérien très important, une domination quasiment inconditionnelle du ciel. On se dit mais pourquoi pourquoi a-t-il fallu attendre plus d'un mois et demi de combat pour parvenir à percer, puis ensuite à exploiter cette percée pour enfin faire peser une menace d'encerclement sur la Wehrmacht, donc à partir du 17-18 août 1944. Alors, pour ça, comme d'habitude, alors on a l'historiographie habituelle qui nous dit c'est la faute des généraux, c'est la faute des personnalités, donc toujours cette grande rivalité d'un côté les Américains avec Bradley, puis Patton, et puis de l'autre côté Montgomery, très prudent, très méthodique, etc. Mais on n'a jamais malheureusement d'études qui se penchent sur le poids des doctrines des deux armées sur les opérations et sur cette apparente lenteur par rapport à ce qu'on peut constater au même moment sur le front de l'Est. Quand on voit l'opération Bagration, le front allemand il explose au bout de 48-72 heures en fonction des secteurs, et on a tout de suite une percée dans la profondeur sur plusieurs centaines de kilomètres qui peut démarrer. Donc on se dit mais pourquoi les alliés anglo-saxons avec les moyens dont ils disposaient n'ont-ils pas pu on va dire au bout d'un mois, début juillet 44, parvenir au même résultat. Et bien comme d'habitude, le plus important, c'est de savoir quelles étaient les doctrines en vigueur dans les deux armées alliées et de savoir ce qu'elles leur permettaient de faire. Parce que c'est bien beau, de dire les généraux s'entendaient pas, ils n'avaient pas la même approche. Au-delà des personnalités, ces approches sont d'abord liées aux doctrines. Et donc ces deux doctrines que j'ai voulu un petit peu détailler, c'est un dossier qui fait plusieurs dizaines de pages, donc j'ai essayé de présenter une synthèse. Donc premièrement, du côté britannique, et ça c'est un peu dans la continuité de mes travaux universitaires pour mon Master 2 sur la bataille de Cambrai en 1917, c'est qu'on voit que les Britanniques ont une vision même si c'est eux qui les premiers ont percé le front avec des chars, donc à l'occasion de la bataille de Cambrai en 1917, même si tout au long de la deuxième partie de 1918, ils vont aussi mener de grandes opérations dans lesquelles ils incluent bien évidemment leur tank-corps avec plusieurs centaines de chars. On se rend compte qu'on est sur des approches qui ne mettent pas à profit les capacités qu'offrent les blindés. Alors en 1918, on peut le comprendre parce que les blindés vont pas très vite, donc ils sont vraiment là comme outil de rupture, mais pas encore comme outil d'exploitation, malgré l'arrivée des premiers chars dits rapides, là, les Whippet, mais ils sont insuffisants pour pouvoir mener vraiment des missions d'exploitation dans la profondeur, comme on pourra le faire pendant la Seconde Guerre mondiale. Et donc, on voit que les Britanniques sont restés quelque part figés sur cette doctrine méthodique pour plusieurs raisons. Tout d'abord parce que d'un point de vue industriel, dans l'entre-deux-guerres, malgré la pensée assez intéressante et avancée de Fuller, le père du plan de Cambrai en 1917, les moyens industriels de créer une armée blindée mécanisée comme il le préconisait, eh bien avec la grande crise économique de 1929, vont être tout simplement
hors de portée de l'économie britannique qui, rappelons-le, depuis quasiment l'ère de la Renaissance, fera toujours le choix des crédits pour sa marine sur les crédits pour son armée de terre en toutes circonstances. Donc à partir du début des années 30, quand les effets de la crise se font ressentir sur l'économie britannique et qu'il faut faire des choix budgétaires, eh bien les choix seront très clairs, comme d'habitude. On va privilégier la marine sur l'armée de terre. C'est d'ailleurs de manière encore une fois très significative ce qui se passe depuis à peu près une demi-douzaine d'années au niveau des choix budgétaires britanniques actuels qui ont relancé un chantier de modernisation de la Royal Navy aux dépens de leur armée de terre. Voilà, donc on a ça et donc puisqu'on a un outil qui est donc entre guillemets redevenu celui de 1918 et qui n'a jamais pu devenir celui dont rêvait Fuller, eh bien on a une doctrine qui est celle du combat méthodique, de l'avance méthodique et où le blindé restera presque tout le temps confiné à un rôle d'appui et non pas et un rôle de rupture, un rôle d'appui et de rupture du front, mais absolument pas à une cavalcade ensuite d'exploitation dans la profondeur. Alors il faut pas s'illusionner sur ce qui s'est passé en Afrique du Nord parce que là on était dans des configurations de terrain et de force qui étaient assez quand même particulières et qui ont permis de temps en temps de mener quelques exploitations, mais néanmoins du côté britannique on remarque qu'après la seconde bataille d'El Alamein, Montgomery reste quand même très prudent dans sa façon dont il va pourchasser Rommel jusqu'à la frontière tunisienne à la fin du printemps 1943. Donc les Britanniques sont restés figés sur cette idée, et puis il y a un autre problème dans l'armée britannique dont on parle pas souvent, c'est son corps des officiers qui est très peu enclin, et ce depuis toujours finalement, depuis que l'armée britannique sous Marlborough à l'aube du XVIIIe siècle a commencé à avoir un rôle important dans les conflits continentaux, on remarque que le corps des officiers n'a pas vraiment d'appétence pour les travaux d'état-major, pour faire partie des états-majors, et malgré toutes les réformes qui sont mises en œuvre à la fin du XIXe siècle, pour créer un grand état-major, pour créer les institutions entre guillemets scolaires pour les former, on a finalement les plus brillants candidats à la sortie de l'Académie royale qui se dirigent toujours vers les armes de mêlée et qui ne vont pas vers l'état-major parce qu'on considère que c'est un travail intellectuel qui met pas en valeur le courage, etc., la vaillance et toutes les valeurs, on va dire antiques, qu'on prête aux officiers et aux militaires de carrière. Et donc voilà, on a une caste d'officiers britanniques qui ne fournit pas de bons officiers d'état-major en nombre suffisant, capables de mener de telles opérations. Parce que rappelons-le, quand on parle de l'art opératif chez les soviétiques, on a la nécessité d'avoir d'abord des états-majors qui sont composés d'officiers de tout rang, qui sont brillants ou qui sont compétents, parce que ça nécessite donc des coordinations en termes de planification, en termes d'exécution qui sont très poussées, et donc on peut pas se permettre d'avoir des gens qui soient incapables ou qui soient pas même enclins à faire ce genre de travail. Donc ça, c'est un gros problème dans l'armée britannique. Et donc, Montgomery, quand il prend la tête de la 8e armée en Afrique du Nord, il se rend bien compte de ça. Il connaît l'armée dont il est lui-même un officier depuis de longues années, puisqu'il était déjà là pendant la Grande Guerre. Il sait très bien toutes ces choses-là. Et donc, il considère que faute d'avoir ces moyens-là, et faute d'avoir une doctrine qui préconise d'aller loin dans la profondeur, dans l'exploitation pour disloquer les centres névralgiques de l'adversaire, il préconise de mener une guerre méthodique sur le modèle finalement qui était celui de l'armée britannique, on va dire en novembre 1918 au moment de l'armistice. En plus, s'ajoute un autre souci, c'est celui des pertes. C'est-à-dire que Montgomery a été marqué profondément par les hécatombes de la Grande Guerre dans l'armée britannique, notamment la bataille de Passchendaele à partir du 31 juillet 1917, ça l'a
on peut le dire traumatisé, et donc il est très économe de la vie de ses soldats, et il considère que si on n'a pas cette articulation d'officiers d'état-major et d'officiers généraux à la tête des grandes unités capables de tenir la cadence du déploiement dans l'exploitation des unités de blindés, eh bien, et qu'on risque donc d'être surpris par des contre-attaques meurtrières, eh bien, il vaut mieux rester méthodique parce que ça limitera les pertes et ça limitera les revers parce qu'il redoute bien évidemment, il a été quand même confronté à Rommel pendant plusieurs mois en Afrique du Nord, donc il redoute toujours la souplesse tactique dont sont capables les Allemands et qui peuvent effectivement venir contrer toute exploitation rapidement, ce qui éviterait cette phase d'exploitation d'aboutir et tomberait finalement sur un revers pour les Britanniques avec des pertes, etc. Donc par prudence et parce que la doctrine britannique a été calibrée sur cette idée, eh bien, on a des opérations britanniques qui vont se succéder à partir de la fin juin jusqu'au début, enfin même jusqu'à la mi-août 1944, qui vont à chaque fois être capables de produire une rupture du front allemand avec des moyens importants, avec des moyens, donc il y a des fois plusieurs divisions blindées qui sont engagées, mais malheureusement on n'a pas de division blindée qui reste là, une ou deux, comme pions d'exploitation pour pouvoir être introduite dans la brèche et foncer dans la profondeur et disloquer tous les centres névralgiques, les postes de commandement, etc. De la Wehrmacht et donc réaliser l'effondrement comme le font les soviétiques déjà depuis presque un an, depuis 1943. Donc ça c'est ce qui concerne les Britanniques et en ce qui concerne les Américains, on est presque dans la même problématique, sinon que les Américains, eux, étant détenteurs de la plus grande industrie du monde à l'époque, et la mettant bien sûr au service de leur armée, ils ont développé une puissance de feu qui est colossale, et pour eux, tel que leur doctrine le préconise, eh bien, le feu est primordial, prime sur toute autre action pour pouvoir détruire le dispositif adverse. Et la manœuvre dans la profondeur est secondaire. Vous verrez, j'explique dans l'article comment ça s'articule dans les textes, dans les manuels de réglementation de l'armée de terre américaine. Voilà, l'idée c'est on écrase tout. Et puis ensuite on progresse, et là encore de manière méthodique, parce que eux aussi, puisque l'armée américaine a ce grand défaut, entre guillemets, à nos yeux de Français, de monter en puissance très haut au cours d'un conflit, et puis ensuite de redescendre comme un ballon de baudruche dès que le conflit est terminé. C'est ce qu'on a vu après la guerre de sécession, c'est ce qu'on voit donc là en ce qui nous intéresse pour la Grande Guerre, c'est-à-dire qu'à la fin de la Grande Guerre, l'armée américaine est démobilisée, il reste plus qu'un cadre avec des officiers, et puis c'est terminé. Alors les officiers continuent de réfléchir, des hommes comme Patton, Eisenhower, etc. continuent d'avoir un travail intellectuel, mais néanmoins, en termes de troupes disponibles, ne serait-ce que pour les instruire, et puis ensuite pour tester des éléments de doctrine, malheureusement, pour eux, il n'y a plus rien. Donc, et c'est pareil aussi en ce qui concerne les officiers subalternes ou les officiers généraux, c'est-à-dire qu'on en manque. On garde un cadre d'officiers, mais qui est largement restreint en nombre. Et donc, quand la Seconde Guerre mondiale va éclater, on va avoir une remobilisation par étapes, et en 1941-42, quand il faut commencer à songer au déploiement d'unités donc sur le théâtre nord-africain, puis ensuite sur le théâtre européen, on a une armée qui manque cruellement d'officiers généraux et d'officiers subalternes qui soient capables, eux aussi, de mettre en œuvre une doctrine qui s'appuierait sur la vitesse et la manœuvre. Alors on a bien évidemment l'exception que représente Patton dans tout ça, mais Patton est une exception, et tout ce qu'il fait au cours de la Seconde Guerre mondiale le montre, c'est-à-dire qu'il s'oppose en permanence
à ses confrères, hein, que ce soit Eisenhower, Bradley, Hodge, enfin voilà, on est avec quelqu'un qui a, lui, effectivement compris, parce que c'est un cavalier de métier, qu'il y a quelque chose d'important dans la vitesse et dans l'exécution d'une percée grâce au premier blindé en 1918. Hein, j'avais écrit un papier sur la façon dont il avait commandé les FT Renault mis à sa disposition par la France. Et puis bien évidemment, à partir de 1942-43 en Afrique du Nord, il comprend qu'avec les divisions blindées très puissantes que peuvent déployer les Américains grâce à leur industrie, il a des outils qui permettraient de faire quelque chose qui s'approche de ce que fait l'armée rouge, mais malheureusement, c'est à partir, on pourrait dire, d'une réflexion personnelle, à partir d'une conception instinctive, et pas quelque chose qui est enseigné à West Point à tous les officiers de l'US Army, que ce soit pendant l'entre-deux-guerres ou que ce soit bien évidemment dans les formations qui sont données à tous les nouveaux officiers qui sont appelés à rejoindre l'US Army à partir de Pearl Harbor. Donc, là encore, on est face à une insuffisance doctrinale qui va finir par expliquer qu'il faut attendre l'opération Cobra fin juillet 1944 pour avoir enfin une percée et enfin donc un pion d'exploitation d'abord à caractère alors là on va parler de niveau opérationnel, hein, c'est pas de l'art opératif, c'est de niveau opérationnel. Pour l'opération Cobra, les Américains vont mettre à disposition de leur opération des unités blindées qui n'auront comme rôle que celui d'exploiter dans la profondeur la brèche qui sera faite sur le front allemand. Mais encore une fois cette brèche effectuée et l'exploitation démarrée, on a encore un flou quant aux objectifs qu'il faut atteindre d'un point de vue géographique, aux objectifs militaires, ce qui fait que l'opération en tant que telle est un succès, mais elle ne débouche sur rien au niveau opératif, c'est-à-dire que on ne sait pas. Hein, alors, je vous invite à lire donc cet article-là, et puis éventuellement à vous procurer aussi. Je me remettrai le lien, le hors-série sur la poche de Falaise, où on constate que l'encerclement, hein, puisque après Cobra, donc on a ce succès tactico-opérationnel, et que là on découvre que ah bah tiens, il y a une brèche très importante dans les forces allemandes, on arrive à repousser la contre-attaque très mal organisée de Mortain la première semaine d'août 44. On a fait débarquer et activer la troisième armée Patton, et Patton lui dit mais allons-y, fonçons, mais où, quand, comment, pour quel objectif? Tout ça, par rapport à ce que font les soviétiques au même moment, n'est pas cadré, reste très flou, et c'est comme ça qu'à la fin du compte, le 20 août 1944, quand la poche de Falaise est refermée, eh bien, au lieu d'avoir réussi un encerclement opératif de destruction totale de la 7e armée allemande et d'une partie du Panzergruppe qui lui était attaché, eh bien, on va avoir une grande partie des cadres des divisions allemandes et notamment des Panzerdivision qui vont avoir le temps d'avoir été évacués de cette poche. Alors oui, il y a eu des destructions de matériel très importantes, mais ça permettra aux Allemands de reconstituer avec effectivement des soldats venus qui de la Luftwaffe, qui de la Kriegsmarine, les effectifs de leur division. Alors bien sûr avec des hommes de moindre qualité en termes de compétences militaires, hein, parce que faire d'un marin un fantassin en quelques semaines, on verra le résultat à la fin de l'année 44, c'est pas ce qu'il y a de préférable, mais toujours est-il que les cadres de ces unités, eux, seront des vétérans qui auront survécu à l'encerclement parce que les Anglo-Américains ont été incapables de coordonner une opération d'encerclement, parce que je le rappelle, c'est l'opération la plus difficile à mener d'un point de vue militaire. Qui plus est quand on a affaire à une combinaison interalliée, hein, il fallait mettre d'accord les Britanniques et les Américains, il fallait mettre d'accord effectivement des hommes avec des visions différentes, hein, c'est là que le caractère des individus joue un rôle pour moi, Montgomery, Patton, Bradley, Hodge, etc. Et puis bien sûr Eisenhower, parce qu'on oublie toujours une chose très importante, c'est qu'Eisenhower, avant d'être un chef militaire, il a un rôle qui est d'abord celui d'être un administrateur et un organisateur hors pair, et c'est pour ça qu'il a été mis là par son mentor Marshall. Et puis c'est aussi
quelqu'un qui est comme le maréchal Foch à la fin de la Première Guerre mondiale, qui est un coordinateur d'alliance. Et donc son rôle, il est d'abord politique avant d'être militaire. Et donc pour préserver son rôle politique, il est obligé de faire des choix ou de laisser faire des choix militaires qui sont discutables. Voilà. Donc pour moi, ça me paraît important aujourd'hui que le public francophone, parce qu'il y a quelques ouvrages en langue anglaise qui ont abordé cette question, mais même en langue anglaise, il n'y en a pas beaucoup, hein, qui parlent de ces problèmes de doctrine des armées anglo-américaines, donc à ce moment de la Seconde Guerre mondiale, qu'on reverra à l'œuvre pendant la bataille des Ardennes. Hein. C'est aussi pour ça que j'ai voulu écrire le livre sur la bataille des Ardennes, dont je vous ai parlé la dernière fois, qui sortira en automne, enfin à l'automne pardon 2024, à la veille du 80e anniversaire, parce que là aussi, on verra ce que l'historiographie a quasiment passé sous silence, c'est que une fois l'offensive allemande stoppée, les Anglo-Américains, comme pour Falaise, ont voulu mener une opération d'encerclement de toutes ces forces allemandes qui avaient franchi la Meuse et puis son bassin hydrographique d'est en ouest. Hein, ils ont voulu les coincer, ce qui était tout à fait intelligent. Hein. C'est une manœuvre que, dans le concept que Eisenhower, dès le 17-18 décembre 1944 entrevoit, hein, on voit qu'il a une vista quand même, c'est pas qu'un administrateur, mais pour ses problèmes de doctrine, pour ses problèmes de gestion interalliée, eh bien cette manœuvre n'aboutira pas, elle encore, hein, et ça représente aussi un des échecs des Alliés par rapport à la fin de la bataille des Ardennes et aux intentions écrites qui étaient les leurs, hein, puisque lors de la conférence de Verdun le 19 décembre 44 de mémoire, c'est ce que demande Eisenhower à ses officiers généraux de mettre en œuvre. Voilà. Donc je vous invite, parce qu'aujourd'hui c'est vraiment quelque chose de central, pour même mieux comprendre l'actualité, hein, parce que les Anglo-Américains, quelque part, ne sont toujours pas sortis de l'héritage de cette doctrine qui veut que les feux, la prudence et, on va dire des attaques méthodiques, etc. Ça reste quand même en filigrane dans leur doctrine actuelle. Et donc on voit bien que ça ne produit pas forcément les résultats espérés encore aujourd'hui. Donc voilà, c'est intéressant de voir d'où ça vient, quelles sont les origines de cette pensée militaire. Est-ce qu'elles peuvent nous dire, enfin ce qu'elles peuvent pardon nous dire des conflits d'aujourd'hui dans lesquels ces armées ou leurs proxys sont à l'œuvre. Voilà, donc je vous invite vraiment à récupérer ce numéro. Hein. Je vais mettre le lien dans la vidéo pour que vous puissiez le commander ou savoir comment vous abonner. Et puis je vous l'ai dit, donc il y a un autre article sur Volomine, donc à l'est de Varsovie, hein, une contre-attaque allemande pour bloquer les flèches, les pointes de flèches de l'armée rouge depuis le début de l'opération Love Sandomierz. Et vous avez aussi, j'ai fait un papier sur les dernières offensives, enfin la dernière grande offensive de l'hiver 44 de l'armée britannique dans le nord de l'Allemagne, hein, l'opération véritable, où là encore on voit que les Britanniques sont sur cette méthodologie qui, bien que au cours de cette opération ils arrivent à percer les lignes allemandes, à aucun moment il y a une exploitation qui est envisageable, parce que là encore la doctrine ne leur permet pas de mettre cette exploitation en place. Hein. Voilà, donc vous avez le cœur du dossier qui vous évoque les doctrines sous le regard du problème du front normand, et puis vous avez deux papiers qui vous mettent en lumière, d'une part donc la capacité qu'avait encore la Wehrmacht au milieu de l'été 44 à lancer des contre-attaques tactico-opérationnelles efficaces, et puis de l'autre côté, même donc début 45, l'armée britannique qui est toujours engluée dans ses offensives à faire de l'avance qui ressemble mais vraiment de très près à ce qu'elle faisait à la fin de 1918. Hein. Il y a même, alors je l'ai pas mis dans l'article, mais je vous en fais part.
il y a des soldats britanniques à l'issue de l'opération véritable qui étaient des vétérans de la Grande Guerre et qui disaient qu'ils n'avaient pas vu quelque chose d'aussi lent, d'aussi difficile depuis la bataille de Passchendaele en 1917. Donc la bataille de Passchendaele, c'est un peu l'équivalent de notre chemin des dames à nous dans la mémoire de l'armée britannique pendant la Grande Guerre. Donc c'est vous dire ce que ça signifiait encore en janvier 45 dans la bouche d'un soldat britannique, janvier-février 45. Voilà, donc je vous invite à lire ça. Je vous donne rendez-vous, je pense, d'ici donc une quinzaine de jours. Et là, étant donné qu'il n'y aura pas forcément d'actualité en termes de sortie ou ce genre de choses, on abordera un sujet qui me tient à cœur parce que on a passé l'anniversaire le 23 août qui est le pacte germano-soviétique et surtout l'attitude de la Pologne entre sa renaissance le 11 novembre 1918 et le début de la Seconde Guerre mondiale, son attitude à l'égard bien évidemment de l'Union soviétique naissante et puis aussi ce qu'on oublie bien trop souvent, ce qu'on a l'habitude de passer sous silence, son attitude à l'égard du Troisième Reich, son attitude bienveillante, son attitude ambiguë à l'égard du Troisième Reich, notamment sur la période entre 1936 et 1937 et 1939, pardon, et qui explique en partie la façon dont Staline n'a pas hésité à sacrifier la Pologne pour sa sécurité et celle de l'Union soviétique. Voilà, donc on en reparle d'ici 15 jours. Voilà. Dernière petite info, comme d'habitude, je ne l'avais pas dit l'autre jour, je vous invite à mettre un pouce, je vous invite à vous abonner et bien évidemment je vous invite à partager partout sur vos réseaux cette vidéo pour que ça fasse une audience de plus en plus grande. Je sais qu'il y a des gens qui cherchent encore à savoir si j'interviens en vidéo sur les réseaux, oui, mais plus sur le mode que j'avais avec Régis de Castelnau et Vue du droit. Hein. Je me concentre sur le travail historique, même s'il peut avoir une résonance sur aujourd'hui. Mais voilà, c'est en faisant, comme on dit, du buzz, que tous les gens qui cherchent encore à savoir ce que je fais pourront me trouver. Donc je vous remercie par avance de faire tout ce qu'il faut pour partager cette vidéo sur vos réseaux à vous publiquement. Et je vous remercie par avance et je vous dis à dans 15 jours. Au revoir.